Le prix du cuivre qui est coté, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, à la bourse des métaux de Londres, qui a retrouvé à peu près le seuil des 9 000 $ la tonne. Tiens, si ce n'était qu'un début, est-ce qu'on peut retrouver ce niveau historique de 11 000 $ la tonne qui a été atteint en 2021? Réponse avec vous, Laurence Lafont. Bonjour Laurence. Bonjour David. Rédacteur en chef de Lettres d'investissement Propos Utiles. Pour vous, il faut s'intéresser au cuivre. Ah, absolument. Merci. Voilà. Au revoir. Merci Laurence Lafont. Non, mais c'est vrai que le cuivre, vous venez de parler des véhicules automobiles électriques. Ça va être un composant essentiel de c'est un composant essentiel de ces véhicules. Normalement, le surnom du cuivre, vous le connaissez, c'est Dr Copper. Dr Copper. Voilà, c'est le docteur qui vous donne l'état de santé de l'économie mondiale. C'est vrai ça, le baromètre. Jusqu'ici, c'était vrai. Vous allez voir. L'idée, c'était... Il y a du suspense. C'était que les cours fluctuaient, donc une baisse du cuivre donnait un indicateur négatif sur l'activité. Ouais. L'année dernière, le premier consommateur au monde de cuivre, c'est la Chine. L'année dernière, Parce que le cuivre sert, il faut expliquer dans 2 secondes, ça sert... Dans les infrastructures, dans les énergies renouvelables, dans les véhicules électriques, même dans les centres de données, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, il faut du cuivre. Enfin voilà, le cuivre c'est partout. Okay. Beaucoup de nouvelles technologies qui nécessitent du cuivre. Et donc la Chine Et donc la Chine, premier consommateur. Les 2 tiers de la consommation mondiale de cuivre, c'est la Chine. Et la Chine a des difficultés économiques, ça vous l'avez vu. Et malgré ces difficultés économiques, la consommation de cuivre en Chine l'année dernière a augmenté de 10%. 10% de hausse de la consommation dans une économie qui n'était pas florissante, avec une construction en panne, énormément de ralentissement de dettes, etc. Voilà. Et donc cette consommation de cuivre, elle est portée par ce qu'on vient de dire, par des tendances de fond, de long terme, qui démontrent que finalement le cuivre, qui était très cyclique, va l'être de moins en moins. Parce qu'il y a des besoins, parce que vous avez notamment en lien avec la transition énergétique. C'est ça. Donc la Chine restera un gros consommateur de cuivre. Mais pas que. L'année dernière, la Chine, c'est le pays qui a installé le plus d'énergie renouvelable dans le monde. Et ça se voit sur cette consommation de cuivre. Mais vous avez énormément de potentiel sur l'Inde, par exemple. L'Inde, si on rapporte la consommation de cuivre par habitant, l'Inde, c'est même pas 10% de ce qu'on consomme la Chine par habitant. Alors pourquoi est-ce que de 11 000 $ la tonne en 2021, on a baissé, on a connu des points plus bas? Je veux dire, si la demande est là, pourquoi est-ce que... Tout simplement parce que les 11 000, c'était justement pendant la période de post-Covid, avec une raréfaction de l'offre. Vous avez une réouverture de l'économie, et on a connu ça dans beaucoup de secteurs. Vous avez eu un déséquilibre qui a créé de l'inflation dans plein de domaines, et notamment sur les prix du cuivre. Puis c'est retombé, ça s'est calmé, parce qu'il y avait cette anticipation de ralentissement économique dans pas mal de pays. Mais comme je vous le dis, c'est... Malgré le ralentissement, on peut se focaliser sur ce court terme. La demande de cuivre, elle est structurellement en hausse. Structurellement hausse, et l'offre, elle est structurellement... Alors, l'offre, elle est, on va dire... Le four de cuivre, ce sont des mines, en fait, il y a des mines. Oui, bien sûr, elle est contrainte. Parce que depuis 15 ans, les groupes miniers ont très peu investi. Il faut se reporter encore une fois dans le passé. En 2008, vous avez la grande crise financière. À cette époque-là, les producteurs de cuivre, même tous les groupes miniers, que ce soit le cuivre ou le fer, etc., avaient beaucoup investi. Ils se sont retrouvés le bec dans l'eau avec l'effondrement de la demande pour les infrastructures en Chine, etc. Beaucoup de stocks, beaucoup de production excédentaire. Les prix se sont effondrés. Ils ne veulent pas commettre à nouveau ce type d'erreur. Donc aujourd'hui, ils sont très prudents. Ils rationnent. Ils rationnent et ils attendent que les prix montent, raisonnablement. Donc ils en ont profité pendant 15 ans pour ne pas investir. Ils, c'est qui alors? C'est des groupes comme Antofagasta, Freeport-McMoRan, vous en avez plein. Ils ne sont pas français. Non, si vous cherchez à investir dans le cuivre en France... Elles sont les grandes mines d'ailleurs, et ces acteurs, elles sont en Amérique du Nord, elles sont en Amérique du Sud, vous en avez un petit peu partout en Asie. Ces grands acteurs, ils sont anglo-saxons? Ils sont anglo-saxons pour la plupart. Vous avez quelques acteurs européens, mais enfin c'est négligeable. Voilà, donc l'offre, comme je vous le dis, elle va progresser, mais pour l'instant, elle ne progresse pas. Donc vous avez une demande qui est appelée à grimper, et c'est une fois que la demande va venir, et une fois que les prix vont grimper, qu'ils vont déclencher les investissements et lancer de nouvelles prospections. Je le connais, mon Laurence, donc il y a donc une opportunité, c'est ça, selon vous? Une opportunité, ce niveau de 9 000 $ la tonne. Je ne viens pas vous dire qu'on va acheter du cuivre pour 3 mois. Voilà, l'idée, c'est un investissement de fonds. On va avoir un grand grenier. C'est un investissement sur la durée, parce que dans les années qui viennent, le cuivre va être la star des matières premières.
Ouais. Donc il faut se positionner. Et on se positionne comment alors? Là, vous avez soit l'investissement direct sur les entreprises que je viens de citer, soit vous passez par des trackers, les ETF comme d'habitude, qui vont faire un petit panier d'actions sectorielles et vous allez moins volatile et lisser. Il y a une bonne corrélation entre l'action des groupes miniers et le cuivre, parce qu'ils font pas. Ces groupes miniers ne font pas que du cuivre, j'imagine, ils font d'autres. Alors il y a quelques pure players. J'ai Freeport par exemple, c'est quasiment. Ils font un peu d'or, donc on ne va pas se plaindre non plus, parce que cuivre et or, ça marche plutôt pas mal. Donc, quelle était votre question déjà, David? Non, merci, il est là, mais il n'est pas là. Non, c'est sur la corrélation qu'il y a entre les cours de la matière première, le cuivre, qui est le sujet du jour, je dis ça, je dis rien, bien sûr. Et les actions des mines d'or. Enfin, des mines de cuivre en l'occurrence. Ah, oui, je ne suivais pas non plus. La mine d'or avec son or. Là. Mais bien sûr, non, il y a une corrélation, mais il y a un effet de levier. Il y a même un effet de levier si jamais les prix retournent à 11 000, 12 000 la tonne. Vous allez avoir une explosion des cours des producteurs. Donc il faut s'intéresser au cuivre. Exactement. Merci beaucoup. Point de vue. Signé Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci Laurens. De rien, David.